Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le débat de votre émission Sur le fil. Le Sahara occidental fait trembler le royaume chérifien. Un hacker marocain mystérieux distille, Chris Coleman, comme il se fait appeler sur Internet, distille depuis quelques semaines des informations, des indiscrétions diplomatiques fortement gênantes pour la monarchie marocaine. Chris Coleman révèle entre autres que Rabat, dont la souveraineté sur le Sahara occidental n'a jamais été reconnue sur le plan international, craint désormais très sérieusement la perte de ce dernier et n'hésite plus à recourir à des méthodes diplomatiques peu conventionnelles pour éviter ce scénario, notamment aux Nations Unies. Et ce n'est donc pas un hasard que le roi Mohamed VI ait durci le ton ces deux derniers jours dans un discours où il dit que son pays ne supportera pas davantage qu'un plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, voilà qui devrait donc enterrer définitivement le plan de paix onusien. On voit tout cela avec Sarah Sharif. Décidément, la toile devient le lieu favori des hackers pour publier des documents très confidentiels. Après Edward Snowden l'américain, c'est au tour de Chris Coleman le marocain de dévoiler des dossiers jugés top secrets qui donnent des sueurs froides aux autorités marocaines. Le hacker marocain a inondé les réseaux sociaux, en particulier son Twitter, d'informations sensibles sur le Merzen marocain. Il s'agit principalement de mails, ordres de virement, diverses correspondances concernant en particulier les activités de la DGED, la Direction générale des études et de la documentation, qui est un service de renseignement et de contre-espionnage au Maroc. Chris Coleman décrit avec détail et documents à l'appui comment des personnalités dans le monde, dont des journalistes occidentaux, sont payés par le Maroc pour mener une campagne médiatique contre l'Algérie. Dans des documents authentifiés pour la plupart, Chris Coleman dévoile des archives de la diplomatie marocaine, relatives notamment au sujet du conflit du Sahara occidental. Certains expliquent la promotion de l'ambassadeur Omar Hillel et donnent les raisons de sa mutation de Genève à New York, un fait d'une gravité extrême. Les responsables de l'ONU ont découvert que le Maroc voudrait corrompre les fonctionnaires de l'ONU et en faire des agents rapporteurs sur les intentions de Ban Ki-moon et de son équipe. Dans ce même ordre d'idée, un document attribué à la mission permanente du Maroc à Genève, daté du 18 octobre 2012, et adressé au ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération, révèle également un complot contre Christopher Ross, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental, car attaché à une solution juste pour le dossier sahraoui. Qu'il soit un informateur ou un imposteur, Chris Coleman a jeté un pavé dans la mare. Les prémices d'une crise entre Rabat et l'administration Obama commencent déjà à se dessiner et portent encore une fois sur la démarche de Christopher Ross ainsi que sur sa visite au Maroc. Le royaume chérifien est sur la brèche. Les révélations continuent à pleuvoir et ne sont pas prêtes à s'arrêter. Le feuilleton Snowden, le Marocain, ne fait que commencer. Alors, avec nous ce soir pour en parler, d'abord Dr Saïd Ayachi, président du comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Dr Makhlouf Sahel, vous êtes politologue et chercheur en relations internationales. Merci à vous aussi d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Et puis, Dr Baba Siyed, vous êtes enseignant universitaire, enseignant sahraoui, faut-il le rappeler. Alors, on va commencer par vous, Dr Baba Siyed. Je tiens d'abord à rappeler à nos amis téléspectateurs que l'authenticité de ces documents révélés par ce fameux Chris Coleman, ce mystérieux Chris Coleman, n'ont jamais été ni confirmés, ni infirmés ou confirmés par les responsables marocains. J'aimerais, selon votre avis, quelle pourrait être la portée de cette affaire Chris Coleman sur la scène internationale? Est-ce qu'on peut s'appuyer dessus pour faire avancer ce dossier du Sahara occidental? Je crois que les quelques indiscrétions dont les autorités marocaines ont fait état ces derniers temps laissent croire, et la dernière en date, c'est la déclaration de la ministre Madame Bouaïda qui a pratiquement confirmé l'exacte teneur de ces courriers et de ces documents. Alors, maintenant, l'importance de ces documents, de ces révélations est d'une importance capitale, parce qu'ils jettent une lumière crue sur tout d'abord les complicités dont jouit le Maroc à l'intérieur d'institutions aussi importantes, aussi sensibles que par exemple le HCR ou le Haut Commissariat des droits de l'homme.
Et donc, à travers pratiquement ces complicités, le Maroc est arrivé à pratiquement à bloquer le processus, par exemple, d'élargissement de la mission de la MINURSO pour englober les droits de l'homme, a pratiquement empêché que les efforts inlassables déployés par le représentant spécial du secrétaire général puissent connaître un progrès sensible. Et on est pratiquement devant une réalité que tout le monde constate aujourd'hui au grand jour, à savoir les méthodes pratiquement peu respectables dont ont recours les autorités marocaines pour prolonger et pour accréditer cette fiction de la marocanité d'Issa. Makhlouf Sahel. Moi, à mon avis, peut-être la lecture que je ferai, je la ferai à 3 niveaux essentiels. C'est que cette fuite de documents prouve, à un premier niveau, que le Maroc mène un lobbying assez important, mais malheureusement qui est basé sur un machiavélisme à outrance, c'est-à-dire la fin justifie les moyens, au-delà de tous les principes auxquels toute action diplomatique devrait croire et sur laquelle devrait être menée. Ma deuxième lecture se situerait au niveau des complicités et de connivences qui sont là malheureusement prouvées par ces documents et que je qualifierais de complicité et de connivence de bas niveau et de caniveau. Parce que c'est des complicités qui sont contraires à la moralité de la politique internationale d'une manière générale et qui va au contraire de tous les principes fondateurs des relations internationales. Le troisième niveau, à mon avis, et qui est aussi important, c'est que ce Snowden marocain, que les médias qualifient ainsi, prouve qu'il y a des citoyens marocains qui sont honnêtes, mais qui ne croient pas à cette argumentation de faux développée par... Qu'il n'y a pas forcément une unanimité autour de la question du Sahara occidental au Maroc. D'une part, et d'autre part, c'est-à-dire qu'il y a un Marocain, et à travers lui peut-être même beaucoup de citoyens marocains, qui sont contre cette politique de colonisation menée par le Maroc sur une terre qui ne lui appartient pas, qui est basée sur des contre-vérités historiques. Et ceci me permet aisément de dire que finalement, tous ces documents prouvent que la politique de colonisation menée par le Maroc est finalement basé sur un faux que je qualifierais un faux tous azimuts. Et en quoi, Dr Ayachi, ces complicités dont parle Makhlouf Sahel, ces complicités au sein des Nations Unies, on l'a vu, l'affaire du Haut Conseil des droits de l'homme à l'ONU en est un des exemples que ce Snowden marocain a révélé. 3 fonctionnaires onusiens auraient mené pendant longtemps un travail de sape dans ce dossier, aux dépens évidemment des Sahraouis. À l'ONU, on commence à prendre la question au sérieux et le porte-parole du HCR parle d'une enquête qui serait en cours. En quoi ces révélations peuvent gêner désormais pour reprendre les termes de Dr Makhlouf Sahel, les complices du Maroc dans ce dossier sahraoui? Laissez-moi d'abord vous dire que donc ces fuites, cette diffusion de notes diplomatiques marocaines s'inscrivent dans une série de revers diplomatiques qu'a enregistré le Maroc et qui prouvent d'ailleurs de la mauvaise situation dans laquelle se trouve le roi et son marzin. Puis je dirais, si je dois donner mon sentiment sur ces documents ou sur la valeur de ces documents, je dirais d'abord qu'elles témoignent de manœuvres diplomatiques de bas étage de la diplomatie marocaine, puisqu'on voit comment les uns et les autres manœuvrent pour ceci ou cela. Et puis, à travers ce document, on voit que, en fait, l'Algérie est ciblée. C'est la cible numéro 1 du Maroc dans cette affaire.
Ensuite, les politologues qui analysent ce document disent que les analyses marocaines sont erronées et tout à fait de pratiques douteuses, en ce sens qu'elles ne prennent pas en compte la réalité. Elles prennent beaucoup plus les souhaits des Marocains en compte pour bâtir une chimère qui, éventuellement, qui de toute façon, se brisera sur les écueils de la réalité. Et enfin, nous avons, mes amis ont déjà parlé de ces connivences et de ces complicités que le Maroc développe. Nous le savons à quel prix. Le Maroc est un spécialiste, le régime marocain est un spécialiste de la corruption généralisée et organisée. Et nous voyons donc d'abord des complicités avec des acteurs de la scène internationale. Et avec l'entité sioniste, nous avons tiré des documents sur lesquels des Israéliens sionistes sont engagés avec le Maroc, et également aussi avec des fonctionnaires internationaux dont vous me parlez au sein du HCR. Cela n'est pas nouveau. Je me rappelle qu'il y a déjà 20 ans, nous avons découvert un monsieur dont je tairai le nom, qui était au sein du PAM et qui bloquait tout simplement l'aide humanitaire aux réfugiés sahraouis dans une optique très claire, c'est d'affamer les réfugiés sahraouis pour qu'ils puissent, j'allais dire, se soulever contre la direction politique sahraoui et occuper celle-là avec de tels trucs. Enfin, je dirais d'ailleurs que cette fuite organisée est un bonheur pour nous, militants des droits de l'homme, parce qu'elle vient confirmer ce que nous avons toujours pensé des pratiques marocaines. Mais au sein du HCR... Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui soutiennent les positions marocaines contre la légalité internationale, est-ce qu'ils peuvent être gênés aujourd'hui, franchement, par ces fuites ? Ça ne s'inscrit pas uniquement à travers ces documents, ça s'inscrit dans un cercle plus large. Et ces documents ne viennent que confirmer précisément que le Maroc aujourd'hui indispose ses alliés traditionnels, oui, y compris les États-Unis, citons-les, y compris les États-Unis, la France, l'Espagne. Et ils ne peuvent plus maintenant soutenir un pays qui n'a pas une diplomatie sérieuse, un pays qui n'a pas le respect du droit international. Et par conséquent, nous nous trouvons ici face à une nouvelle situation qui serait en faveur des Sahraouis. Donc ces révélations de Chris Coleman pourraient ouvrir une période charnière, une phase charnière dans le dossier, le conflit du Sahara occidental. Alors il y a un autre câble diplomatique, plusieurs câbles diplomatiques qui concernent le médiateur du Sahara occidental, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Christopher Ross, qui est honni par Rabat. Et certains documents ont révélé que ses collaborateurs, un de ses collaborateurs les plus proches, aurait été aussi approché et peut-être même corrompu dans ce dossier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Christopher Ross, qui, on l'a compris, hein, on ne veut plus entendre parler de lui, on ne veut même plus qu'il vienne faire des visites, notamment à Rabat. Est-ce que Christopher Ross peut être discrédité aujourd'hui par Rabat ? Non. Je dirais non. Pourquoi ? Parce que je crois que Christopher Ross, l'ambassadeur Christopher Ross, a démontré, preuve à l'appui, tout au long des dernières années, qu'il est pratiquement la personne idoine pour mener à terme ce processus. À travers une détermination sans faille, à travers une perception de la réalité sahraoui incontestable, et à travers une volonté véritablement basée sur une analyse absolument clinique des dangers qui peuvent découler tant et aussi longtemps que persiste ce conflit, pour toute la région. Oui. Et aussi pour le peuple marocain et le peuple sahraoui. Donc je crois, entre autres, ces considérations m'amènent et amènent d'autres à considérer que Christopher Ross, est absolument le diplomate qui pourrait mener à bien et à son terme cette tâche. Alors maintenant, c'est vrai, le Maroc fait tout pour lui barrer le chemin, pour créer des obstacles de toute nature devant lui, pour l'empêcher d'accomplir sa mission. Et d'ailleurs, la preuve en est
Christoforos, depuis pratiquement quelques mois, demande à visiter la région. Depuis janvier, sa dernière visite dans la demande à région. visiter la région. Le Polisario a donné son accord dès le départ. La Mauritanie, la même chose. L'Algérie aussi s'est félicitée de sa venue. Ouais. Et seul le Maroc. Pourquoi Christoforos fait tellement peur à Rabat? Je vais vous le dire. Alors, vous savez qu'il n'y a pas seulement Christoforos qui est en question maintenant. Oui, Kim Bolduc, qui est la nouvelle chef de qui est la la chef de la MINURSO, qui a été désignée depuis pratiquement août pour occuper son poste à Lyon et qui, jusqu'à l'heure où l'on parle, est retenue pratiquement à New York. Parce que le Maroc oppose son veto à sa venue. Oui. Et donc à l'exercice par elle de ses fonctions. Et j'ai, par exemple, un câble daté du 3 septembre 2014, et c'est l'ambassadeur marocain qui l'adresse à son ministre des Affaires étrangères pour lui dire « Madame Bolduc peut se rendre dès demain à condition de recevoir les garanties nécessaires sur le respect scrupuleux des mandats de la MINURSO et du maintien des règles et pratiques suivies depuis 24 ans. Et quelles sont les règles et pratiques? Elles sont bien clarifiées et précisées par M. l'ambassadeur. Le plan de paix ne doit consister qu'en 3 points. Surveiller le cessez-le-feu, contribuer au déménage dans la région et soutenir logistiquement les mesures de confiance. Donc surtout pas de surveillance des droits de l'homme. Mais depuis quand le plan de paix consiste en cela? La MINURSO, comme le nom d'ailleurs l'indique clairement, c'est la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination sahara-occidentale. Et depuis quand le Maroc dicte aux Nations Unies ce qu'il doit faire? Le Maroc s'est plaint d'ailleurs à l'ONU de ne pas avoir été informé de la venue, de la nomination de Kim Bolduc, et à l'ONU on lui a répondu qu'il n'avait pas à être informé, qu'il n'avait pas à être consulté. Qu'il n'a pas à être consulté, parce qu'il a été toujours régulièrement informé de toutes les initiatives. Mais que le Maroc soit consulté pour donner son avis sur une décision souveraine des Nations Unies et sur un conflit dont le Maroc est partie prenante, ça devrait surprendre tout le monde. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ce comportement, qu'est-ce qu'il signifie? Le Maroc veut se débarrasser de l'ONU. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il ne veut plus de Christoforos. Kim Bolduc ne peut prendre ses fonctions à la tête de la MINURSO. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ce comportement, j'allais dire subversif, de la part de Rabat signifie aujourd'hui vis-à-vis de l'ONU? Je crois que c'est une politique de fuite en avant, tout simplement. C'est une perte de sang-froid claire et nette. Et bien entendu, pourquoi le Maroc s'oppose à la présence même de M. Christoforos en tant qu'envoyé spécial? Tout simplement parce que M. Christoforos, c'est quelqu'un qui a une longue expérience diplomatique et qui a bien compris et les enjeux et les tenants et les aboutissants du dossier du Sahara occidental comme étant une dernière colonie sur la scène africaine. Et il est convaincu de ce fait colonial exercé par le Maroc. Et c'est quelqu'un qui est convaincu et qui veut mener à la résolution de ce problème conformément à la légalité internationale, conformément à toutes les résolutions qui ont été rendues par l'ONU à travers ces différents organes. Donc tout ceci explique cette politique de fuite en avant, comme je l'ai dit, et peut-être même... Mais est-ce que ce n'est qu'une question de temps, parce que Rabat ne peut échapper au cadre, le dialogue dans le cadre des Nations Unies, il peut échapper à ça désormais. C'est clair, parce que c'est une politique qui va à l'encontre de l'histoire, à contre-courant de l'histoire, parce que l'histoire récente des relations internationales nous a convaincus que tôt ou tard, les mouvements de libération tels que menés par le peuple sahraoui héroïque finira par vaincre et par réussir à arracher son indépendance. Donc, tôt ou tard, cette politique de statu quo ne pourra pas durer, ne pourra pas éternellement continuer à aller à l'encontre de l'histoire. Docteur Ayachi, un mot sur Christoforos, qu'on a voulu tout de même beaucoup discréditer. Il faut se rappeler...
Et Washington est très attaché à ce diplomate chevronné. Il faut se rappeler que M. Christopher Ross a déjà subi les foudres de Rabat l'année passée. Mais voilà, l'histoire repasse les plats dans la mesure où encore les Marocains, la diplomatie marocaine répète ces mêmes erreurs dans la mesure où encore elle entrave la mission de M. Ross, si l'on sait que M. Ross a le soutien de son gouvernement et la confiance du secrétaire général de l'ONU. C'est une personne incontournable et comme l'ont dit mes amis, c'est quelqu'un au-dessus de tout soupçon qui a la ferme détermination de pouvoir trouver une issue à ce conflit. Maintenant, vous avez parlé du cadre de l'ONU et le professeur Sahel l'a bien répété en disant que le cadre de l'ONU est le seul cadre légal et juridique pour trouver une solution, sauf que nos amis marocains, figurez-vous, ont essayé depuis quelque temps à vouloir déplacer le conflit du Sahara occidental, du conflit du cadre international, en l'occurrence l'ONU, vers un cadre régional qui d'ailleurs n'existe pas, puisqu'ils ont eux-mêmes saboté la construction de l'UMA. C'est un amalgame. C'est un amalgame. De toute façon, l'Algérie, par la voie de sa diplomatie, il y a déjà quelques mois, a dit mais le dossier est sur la table de l'ONU, il n'y a pas lieu de vouloir faire des manœuvres, encore une fois, tout à fait dilatoires pour pouvoir déplacer le problème. Le problème est au niveau de l'ONU, de la 4e commission et du Conseil de sécurité, il y restera pour trouver sa solution. C'est une question de décolonisation et qui ne souffre d'aucune ambiguïté à ce niveau-là. Absolument aucune, c'est clair comme notre roche. Le conflit du Sahara occidental est une question de décolonisation, enregistrée comme telle au niveau de la 4e commission, et qui doit connaître, j'allais dire, sa solution par l'application de la résolution 1514 de 1960. C'est en ce sens qu'il faut comprendre la déclaration de M. Ramtan Lamamra, notre ministre des Affaires étrangères, lorsqu'il s'est adressé à l'ONU en leur disant il faut honorer votre doctrine en matière de colonisation, c'est-à-dire appliquer la 1514. Le problème est clair. On va revenir sur le discours du roi Mohamed VI lors de l'anniversaire, entre guillemets, de la marche verte, où le monarque a été assez ambigu à plusieurs niveaux. D'abord, il affirme que son pays ne cédera pas davantage qu'un plan d'autonomie au Sahara occidental. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes face à un Maroc qui fait volte-face et qui n'accepte plus un référendum qui proposerait à la fois une option d'autodétermination et ce plan d'autonomie proposé donc par Rabat? Donc le roi a été assez clair là-dessus. Il ne veut plus entendre parler d'autodétermination. Je ne sais pas quand est-ce qu'il pourrait être clair et ne pas l'être. Parce que, souvenez-vous, en 1991, le Conseil de sécurité a entériné le plan de paix qui était quand même le fruit de longs mois et de longues semaines de négociations entre les deux parties. Après 15 ans de guerre. Le Polisario et le Maroc. Après 15 ans de guerre qui ont démontré clairement, et ça il ne faut jamais l'oublier, sur le terrain que le Maroc n'a aucune chance, aucune, quelle qu'elle soit, d'imposer une solution militaire ou d'imprimer à ce conflit la solution qu'il souhaiterait. Et donc, le peuple sahraoui a démontré sur le terrain militaire l'impossibilité de toute solution militaire. Et le Polisario était sur deux fronts à l'époque, avec la Mauritanie au sud absolument. Et le Maroc au nord. Et vous voyez l'effort que ça a nécessité et que ça a requis de la part du Polisario pour véritablement apporter cette preuve qui relève, et qui relève toujours, de l'évidence pour l'ensemble de la communauté internationale, à savoir qu'il n'y a aucune solution militaire à ce conflit. Donc, d'où l'importance de ces négociations qui ont abouti à ce plan de paix. Ce plan de paix, elle est très claire. Elle consiste à organiser, à s'en remettre à la volonté des peuples sahraouis et à laisser le peuple sahraoui choisir entre deux options, soit l'autodétermination, soit le rattachement. L'autodétermination et, dans le cadre de détermination, l'indépendance ou l'intégration au Maroc. Et donc... Aujourd'hui, est-ce que le roi est en train de reculer sur ça? Ils ne font que reculer. Les différents rois n'ont fait que reculer. Son père, avant lui, que le processus a été mené de son existence, est basé sur le principe de l'autodétermination. C'est-à-dire le respect scrupuleux de la volonté des peuples sahraouis de choisir entre l'indépendance ou l'intégration. Et donc le roi par la suite
à travers ce transfert massif de population marocaine à l'intérieur des zones occupées, a cherché par tous les moyens de renverser la donne ou d'inverser les donnes pour obtenir que le référendum prévu soit confirmatif. C'est ce qu'ils appelaient de leur vœu à l'époque. Et même avec ça, le roi avait toujours de crainte d'accepter le référendum. On va revenir à vous, docteur Babassil, puisque nous avons avec nous au téléphone, à partir de Bruxelles, Mohamed Sidati, ministre sahraoui délégué pour l'Europe. Bonsoir, Mohamed Sidati. Bonsoir, madame. Mohamed Sidati, que pensez-vous de ce discours prononcé donc par le roi Mohamed VI au sujet essentiellement évidemment du Sahara occidental, où il est apparu acculé et annonçant donc que son pays ne cédera pas davantage qu'un plan d'autonomie. Qu'est-ce que cela augure, à votre avis? Bien, je dirais d'abord, s'agissant du discours, plus qu'une régression, c'est l'expression à la fois d'un désarroi et en même temps d'une sorte de fuite en avant, puisque le roi continue, signe et persiste, pratiquement de ne rien céder. Ceci étant, je dirais aussi c'est l'expression d'une nervosité, d'un certain désarroi, parce que ces derniers temps, comme vous avez pu le constater, et comme l'a confirmé mon collègue, je crois que le Maroc est de plus en plus le dos au mur, c'est-à-dire que la communauté internationale, il y a un consensus, et ils ont essayé par tous les moyens d'entraver la démarche onusienne et la médiation de Christopher Ross, le secrétaire général des Nations Unies, et toutes leurs tentatives ont mordu la poussière. Donc, ce qui revient à dire que pratiquement, au regard d'un isolement et d'un certain désarroi, c'est la fuite en avant. Alors, de toute façon, ça n'augure de rien de bon, si je peux dire, ce genre de discours. Ça veut dire que c'est l'intransigeance, ça veut dire que c'est l'escalade, et ça veut dire que encore la perspective de paix a quelques jours mauvais devant elle. Donc, je dirais tout simplement que ce genre d'exercice, si je peux dire, est l'expression tout simplement d'une défaite diplomatique à la limite, et puis d'un certain désarroi encore une fois. Alors, qu'attend-on pour à l'avenir? Je dirais, je ne vois pas comment la communauté internationale puisse se soustraire à ses engagements et dénoncer ce genre de comportement et imposer la voie pacifique qui a été proposée par la communauté internationale, à savoir que ces négociations se poursuivent et par la même occasion que cela aboutisse à l'exercice par le peuple sahraoui de son droit inaliénable à l'autodétermination. Mohamed Sidati, ministre sahraoui délégué pour l'Europe, merci d'avoir été avec nous. Docteur Saïd Ayachi, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Mohamed Sidati, que finalement cette position plus dure encore de Rabat annonce finalement ou trahit une sorte de... J'en perds mon latin. Enfin, que le roi serait acculé dans ses positions diplomatiques à l'étranger. Ce que dit notre ami Mohamed Sidati confirme ce que disent mes amis et moi-même sur le plateau. C'est-à-dire, encore une fois, le roi et son marzen sont dos au mur. Le roi Hassan II, pour pouvoir sauver son trône, a fourvoyé son pays, son régime dans une impasse. C'est le cadeau qu'il a fait à son fils en partant. Il l'a laissé dans une tragédie innommable. Maintenant, le Maroc, quand j'entends parler certains, on croit savoir que le Maroc a le choix de faire ceci ou cela. Oui. Le Maroc n'a pas le choix. Le Maroc doit se conformer au droit international. Et le droit international, répétons-le, est clair sur la question. C'est l'autodétermination. Il n'y a pas d'autre mot. C'est ce que veulent les Sahraouis. Et en ce sens, d'ailleurs, cette stratégie du Maroc, la stratégie qu'il utilise pour fuir ses responsabilités internationales, pour revenir de cette impasse, parce qu'il faut du courage politique pour le faire, maintenant,
il la restitue sous forme d'une agressivité sans borne au travers Mais est-ce qu'on ne peut pas non plus envisager... Et donc cet entêtement, Samia, Oui. cette arrogance, c'est un défi à la communauté internationale. Et la communauté internationale ne va pas se laisser faire pendant longtemps. C'est fatigant pour elle. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi l'inverse, que finalement Rabat est assez forte par ses soutiens du moment et que le roi puisse se permettre de défier, comme vous le dites, la communauté internationale et les lois Impossible. Est-ce que vous voyez demain, parlons net, est-ce que vous voyez demain la France, l'Espagne ou les États-Unis dire la résolution 1514 n'est pas valable en matière de Ils ne le colonisation. disent pas, docteur Hayashi, mais en même temps, ils ne disent pas l'inverse. Mais Ils ne mettent pas fin à cette colonisation. C'est le statu quo qui fatigue tout le monde et qui, justement, est dénoncé non seulement par plusieurs États. Je vous rappelle que la Suède l'a déjà fait depuis longtemps pour reconnaître... Et pourrait d'ailleurs se pencher sur le cas sahraoui. Et donc, il y a de plus en plus de pays qui se disent « mais ce peuple a trop souffert, il faut maintenant lui rendre justice ». Et à ce titre-là qu'il faut comprendre que Rabat, maintenant, a le dos au mur. Je voudrais rappeler quand même le discours la déclaration de M. Ban Ki-moon en avril 2014, où il dit « il faut que 2015 soit un nouveau départ dans le dossier ». Ça aussi, ça inquiète beaucoup Rabat, dans la mesure où il voit des nuages s'amonceler sur sa tête et par conséquent, j'allais dire, le dossier peut connaître une autre direction favorable aux Sahraouis, défavorable aux Makhzoumis. Il s'appuie sur quoi? Il pourrait s'appuyer sur quoi pour dire ça, 2015? On a peut-être parlé aussi de ceux qui siègent aujourd'hui. Mais mademoiselle Samia, vous semblez ignorer qu'il est le secrétaire général de l'ONU, que c'est à lui qui est de veiller sur l'application du plan de paix. Non, je parle des données. Vous croyez que le Maroc, demain, d'un trait de plume, peut effacer le plan de paix? Le plan de paix est un document qui a été signé sous les auspices de l'ONU par deux belligérants, en l'occurrence le Front Polisario et le Maroc, et que le Maroc ne peut pas renier sur le plan juridique international. Docteur Hayashi, on parle aujourd'hui des données, des nouvelles donnes, si vous voulez, dans le dossier du Sahara occidental. Pour prendre l'exemple de l'Espagne aujourd'hui, qui siège au Conseil de paix en tant que membre de sécurité en tant que membre non permanent. Est-ce que c'est sur cela que Ban Ki-moon s'appuie? Est-ce que vous savez ce qu'a déclaré dernièrement le ministre des Affaires étrangères espagnol? Pour la première fois et depuis 15 ans, il a parlé clairement de l'autodétermination sans parler de l'autonomie. Donc c'est un bon signe. Est-ce que vous savez le refroidissement, j'allais dire peut-être pas très profond, mais il existe dans les relations franco-marocaines? Est-ce que vous savez que ces entraves qui sont mises à l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, M. Christopher Ross, ils irritent au plus haut point le département d'État US? Et tout ça, ce n'est pas pour faciliter j'allais dire la position marocaine, mais beaucoup plus pour l'accabler. Si on ajoute les violations des droits de l'homme pour lesquelles le Maroc a été épinglé, si on ajoute le futur travail que doit faire l'envoyé africain Joachim Sichano sur le dossier et qui doit rendre rapport d'ici mars 2015 au chef d'État africain et qui est communiqué à l'ONU, vous savez très bien que 2015 va être une année très difficile pour nos Marocains, mais bon, c'est l'histoire. Docteur Babassi, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que 2015 sera une année charnière, importante pour ce dossier? On avait déjà parlé de l'année 2014 qui aurait pu l'être avec cette résolution américaine aux Nations Unies sur l'extension du mandat de la MINURSO à la surveillance des droits de l'homme et qui n'a pas eu lieu. 2015, vous pensez que cela peut se faire avec l'Espagne qui siège, on vient de le dire, au Conseil de sécurité de l'ONU? Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que le Maroc connaît une situation particulièrement difficile. Et ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les Nations Unies sont aujourd'hui... Leur crédibilité est pratiquement à l'épreuve, mise à l'épreuve. Et vous savez que la région du Maghreb, plus la région du Sahel, c'est une zone de grande turbulence. Et je crois que Christopher Ross a attiré l'attention de la communauté internationale sur les répercussions très graves pour les intérêts de ces puissances dont vous faisiez allusion tout à l'heure. Et les Américains aussi. Dans les conséquences, si ce conflit se perpétue et reste sans solution, les conséquences en seraient très graves.
pour toute la région. Donc, si l'on ajoute à cela le fait que 15 ans en arrière, les Sahraouis ont démontré, et je me suis étendu là-dessus, qu'il n'y a aucune solution militaire pour le Maroc. Aucune. Et que la seule solution qui puisse exister, c'est celle et donc, qui 2015, permettrait est-ce qu'elle pourrait, le respect. est-ce qu'on peut déboucher à un dialogue sérieux, Non, moi, le retour du médiateur sahraoui? Est-ce que vous le pensez? Est-ce que vous êtes Non, moi, je ne pourrais pas vous dire ce qui se passerait demain. Moi, je me contente de vous dire ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, le Maroc est dans une passe extrêmement difficile. Alors, le Maroc, il est en train, au lieu de regarder les problèmes tels qu'ils se présentent, et ils sont nombreux et très graves, au lieu de les regarder et d'y trouver des solutions, il est en train, c'est vrai, d'organiser une fuite en avant. Alors, le problème, c'est que cette fuite, il va déboucher où et sur quel résultat? Justement, le Maroc regarde... Le Maroc, Dr Babassid, regarde vers l'Algérie. Le roi du Maroc a souligné dans son discours qu'il n'y aurait pas de solution sans l'Algérie. Il veut, comme l'a toujours fait Rabat, inclure Alger dans ce conflit. Or, Alger n'est pas partie prenante dans le conflit et seulement observateur. Mais ça, si vous revenez à l'histoire, vous constaterez que tous les pays qui ont soutenu un mouvement de libération, à un moment ou à un autre, la puissance occupante les a tenus aux responsables premiers. Regardez ce que se passe en Algérie. Mais à l'époque, on a puni l'Égypte parce que l'Égypte a apporté son soutien au FLN. Regardez ce que se passe avec l'Algérie sur le plan international. Mais l'Algérie ne fait qu'appliquer une doctrine inchangée depuis pratiquement son existence. C'est-à-dire le respect de ce principe qui a donné naissance à l'Algérie moderne. Le respect des droits à l'autodetermination de tous les peuples. Et c'est pour cela... Au respect de la légalité internationale. Et c'est pour cela qu'il est allé soutenir l'Afrique du Sud, qu'il est allé soutenir l'Angola, le Mozambique, pratiquement la Palestine. Là où il y a un problème qui pose l'enjeu de l'autodetermination, le peuple en question a trouvé l'Algérie derrière lui. Donc, comment voulez-vous que l'Algérie, qui a soutenu ce principe à travers la planète, s'y dérobe au Sahara occidental à un pays et un peuple qui se trouve à son voisinage? Mais c'est incroyable. Docteur Makhlouf Sahel, le monarque Mohamed VI a annoncé un vaste plan de régionalisation dans ce qu'il appelle ses provinces du Sud. Il devrait donc investir beaucoup dans les infrastructures, etc. Est-ce que c'est une manière aussi d'acculer la communauté internationale et de dire que j'investis aujourd'hui énormément et il n'est pas possible d'y renoncer, de renoncer à ce Sahara? Ça serait, moi à mon avis, c'est ce qu'on pourrait appeler de politique de poudre aux yeux. On lance de la poudre aux yeux tout simplement. C'est donner l'impression qu'il veut donne de l'importance à ces régions, mais sachant que le fait est là, on est face à des terres qui sont occupées illégalement par une puissance de colonisation, tout simplement. Et ce que je voudrais souligner, c'est et revenir surtout par rapport à ce qui a été développé dans ce discours. C'est ma lecture essentielle au contenu de ce discours. À mon avis, c'est un discours qui traduit une crise politique profonde au sein, dans l'esprit même du monarque et aussi au sein de la classe politique d'une manière générale, sachant que par exemple, le MAE, M. Mezouar, actuellement, qui est d'obédience... Ministre des Affaires étrangères. Oui, et qui est d'obédience islamiste, a subi des critiques diverses et assez importantes venant des milieux politiques traditionnels qui lui reprochent surtout sa mauvaise gestion du dossier se rapportant au Sahara occidental. Il y a aussi un autre point qui est important, à mon avis, à soulever, c'est qu'à travers ce discours, le monarque veut créer une situation d'amalgame et de confusion et il veut sortir le problème d'un cadre
de décolonisation vers un cadre, un cadre régional. Il veut dire que c'est un problème finalement avec l'Algérie, donc un problème bilatéral qui va à l'encontre et qui est contraire au processus onusien concernant le dossier du Sahara occidental. Et par la même occasion, par cette volonté de créer l'amalgame et la confusion, il veut se donner aussi un statut de victime. Et c'est pour cela qu'il a axé son intervention, son discours essentiellement sur l'Algérie. Et bien entendu, à travers ce discours, on a encore une fois la preuve que le Maroc ne respecte pas ses engagements internationaux et il est en train, par cette politique, il est en train de renier le processus même qu'il avait accepté en 1991. Qu'il avait accepté et qui est établi et qui a été fait sous l'égide des Nations Unies. Et bien entendu, contrairement à ce que pense le monarque marocain, c'est que la poursuite de cette politique de colonisation est elle-même une source de déstabilisation de toute la région. Justement, il a parlé de... Il répète souvent l'argument sécuritaire. Le roi Mohamed VI, il le brandit un peu comme une menace, disant que si le Sahara occidental devait être libéré, il y aurait une forte menace sécuritaire. Il veut aussi entretenir une espèce d'amalgame avec le terrorisme dans le Sahel. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout à fait le contraire, à mon avis. Justement, c'est cette volonté de créer l'amalgame et de créer cette confusion. C'est vrai que la région traverse une situation chrysogène très importante. Bien entendu, quand on voit ce qui se passe en Libye et à un degré moindre en Tunisie, et si on lit ces turbulences géosécuritaires que la région du Maghreb connaît, et on lit tout ça à ce qui se passe dans la région du Sahel, il y a des défis sécuritaires très importants qui sont posés dans la région. Mais en plus de ces défis, il faudrait dire clairement, et le dire aussi réellement et honnêtement, que cette colonisation, cette poursuite, cette politique de colonisation menée par le Maroc, qui est contraire à l'histoire et qui est contraire à la légalité internationale, est elle-même une source d'instabilité. Donc, si on continue comme ça, on est en train de créer une situation de crise, en plus des défis sécuritaires que j'ai soulignés auparavant. Alors, nous allons parler à présent de ce triste anniversaire du démantèlement du camp de Gdeim-Izik. Cela fait déjà 4 ans. Plus de 20 000 Sahraouis avaient planté leurs tentes, un camp de protestation revendiquant leur droit à l'autodétermination. Un camp sauvagement démantelé par les forces d'occupation marocaines. Les 24 Sahraouis détenus dans les geôles marocaines ont entamé une grève de la faim depuis 2 jours déjà. Sarah Charif pour le commentaire. Il y a 4 ans, jour pour jour, des événements de Gdeim-Izik, ce camp situé près de la ville occupée d'El Aoun. Ce jour-là, des Sahraouis ont été fortement réprimés. L'armée marocaine est entrée de force lors d'un assaut ayant fait des morts et des blessés. De nombreuses organisations mondiales et associations de soutien au peuple sahraoui de par le monde ont manifesté à l'époque et appelé à des sanctions contre le Maroc. L'Organisation mondiale contre la torture a appelé quant à elle à l'ouverture d'une enquête exhaustive et transparente sur la répression menée par les forces marocaines dans le camp de Gdeim-Izik. L'organisation a exprimé également sa préoccupation quant au sort réservé aux Sahraouis arrêtés par les forces marocaines lors de ces manifestations. Elle a appelé les autorités marocaines à garantir l'intégrité physique et psychologique des Sahraouis arrêtés, à faire cesser les abus, tortures et mauvais traitements infligés aux Sahraouis en détention et à leur garantir un jugement juste et équitable. Une requête qui n'a pas eu d'écho puisqu'aujourd'hui encore, des militants sahraouis de Gdeim-Izik croupissent dans les geôles marocaines. Aucun d'entre eux n'a eu de procès équitable. 4 ans plus tard, les choses n'ont pas vraiment changé. Le président sahraoui Mohamed Abdelaziz a adressé récemment une lettre au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, dans laquelle il rappelle que le Maroc maintient son blocus dans les territoires occupés du Sahara occidental et poursuit de graves violations des droits de l'homme. Le président sahraoui a dénoncé dans sa lettre les expulsions systématiques des observateurs internationaux. En les empêchant de prendre contact avec les citoyens et les militants sahraouis, le Maroc vise à occulter ces violations graves des droits de l'homme qui sont, a-t-il dit, une violation flagrante du droit international. À présent, tout le processus de règlement de ce conflit vieux de 40 ans est bloqué à cause de l'entêtement du Maroc qui refuse de reconnaître le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.
Combien de temps faudra-t-il pour le peuple sahraoui pour enfin voir le bout du tunnel? Pour le moment, même l'ONU n'est pas en mesure d'apporter une réponse à cette question. Alors, docteur Baba Seyid, qu'est-ce que représente cette date du démantèlement de Gdeim Izik, du camp de Gdeim Izik dans l'imaginaire des Sahraouis? C'était une première manifestation de ce genre à la fois au Sahara occidental, mais aussi dans le monde. Un camp aussi large, plus de 20 000 personnes y avaient planté leur tente. C'est un camp de protestation pacifique, il faut le rappeler, qui a été démantelé dans la violence, on vient de le dire. Qu'est-ce que cela représente aujourd'hui? Est-ce que c'est une date qui est restée dans la mémoire collective des Sahraouis? Alors, pour comprendre véritablement l'importance de Gdeim Izik, et ce que ça représente, non seulement pour les Sahraouis, mais pour l'opinion internationale, il faut savoir que depuis pratiquement le 31 octobre 1975, date de l'invasion par le Maroc du Sahara occidental, une propagande marocaine a essayé d'accréditer l'idée qu'il y a deux sortes de Sahraouis. Ceux qui vivent paisiblement dans des zones développées à merveille par les autorités marocaines. Donc dans les territoires occupés. Dans les territoires occupés, qui vivent absolument leur marocanité comme ils se doivent, c'est-à-dire dans la tranquillité, dans la paix, dans la stabilité totale. Et que de l'autre côté, il y a des gens qui ont été induits en erreur et qui sont en train de réclamer des choses complètement impossibles, c'est-à-dire l'indépendance, etc., etc. Alors, avec Gdeim Izik et l'importance de Gdeim Izik, les Sahraouis ont apporté la preuve continue que les Sahraouis, qu'ils se trouvent, qu'ils soient dans les zones occupées, ou qu'ils soient dans les zones libérées, ou qu'ils soient dans d'autres territoires en exil, ils ont absolument les mêmes aspirations, ils nourrissent les mêmes objectifs, à savoir l'indépendance des Sahara occidental et la constitution d'un État sahraoui que serait le cadre qui préserverait leur dignité, leur fierté et qui leur donnerait la possibilité d'être comme tous les autres et l'égal de tous les autres. Et par la même occasion, la violence inouïe, inimaginable utilisée par les forces de répression marocaine ont démontré à quel point le divorce a été consommé depuis longtemps. Alors pourquoi il n'y a pas eu d'autres manifestations de ce genre? Il y en a, madame, il y en a toujours. Mais il n'y a pas de possibilité pour des interlocuteurs ou des observateurs étrangers de se rendre sur place. Vous avez des câbles des autorités marocaines qui démontrent que le souci des Marocains... Je parle de l'ampleur, évidemment, du camp de Gdeim Izik. Il y en a, mais c'est vrai que les Marocains ont tiré un enseignement de Gdeim Izik, c'est de multiplier par 10 les effectifs de sécurité, la gendarmerie, les polices, les services de renseignement, de tout genre. Et ils ont aussi accru les moyens accordés à cet appareil répressif, et en plus, ils ont coupé le Sahara occidental du reste du monde. Alors, comment témoigner de l'ampleur de cette répression qui s'est jamais arrêtée, et qui prend des formes absolument multiples, inimaginables? Il n'y a aucune possibilité de le faire. Et quand vous voyez, par exemple, parce qu'il faut bien retenir, tout à l'heure, nous avions évoqué le problème de certaines complicités. Mais c'est vrai que ce n'est pas les Nations Unies en tant qu'institution qui est complice du Maroc. Ce sont des fonctionnaires bien ciblés par les services de renseignement marocains, par des diplomates marocains qui ont fait que la machine s'enraye à un niveau déterminé. J'ai par exemple un câble concernant la visite de M. Christophoros à Genève. Et il date de 2014. C'est le 31 janvier. Qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'ils ont un complice, il s'appelle Andreas Kompas, vous l'avez relevé tout à l'heure. Le fonctionnaire du... Et c'est l'ambassadeur du Maroc qui parle. Il dit, à cet égard, j'ai demandé à mon ami Andrés Kompas, directeur des opérations sur le terrain, au HCDH, de bien vouloir sensibiliser Mme Pillay, qui est la haute commissaire des droits de l'homme, sur l'impératif d'éviter tout engagement de sa part sur un éventuel élargissement des mandats de la MINURSO aux droits de l'homme et sur la création d'un mécanisme indépendant au Sahara occidental. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
Ça trahit la peur viscérale de Rabat Ça trahit la de peur, mettre en mais ça place un trahit... mécanisme de surveillance des droits de l'homme dans les territoires occupés. Absolument, ça c'est une obsession, ça trahit la peur. Mais ça démontre aussi qu'à certains niveaux, les Nations Unies sont infiltrées par des éléments qui sont au service du Maroc et qui font que les Nations Unies n'arrivent pas à s'acquitter honorablement de la mission dont ils se sont elles-mêmes investis depuis 1965. Un dernier mot, puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Il y a beaucoup de choses évidemment à dire sur le conflit du Sahara occidental. Aujourd'hui, il y a 24 Sahraouis détenus depuis cette affaire du camp de Gdeim Izik dans les geôles marocaines après un procès très expéditif dans un tribunal militaire. Le roi Mohamed VI s'était lui-même engagé devant le président Barack Obama, le président américain, de ne plus recourir, de ne plus traduire les Sahraouis devant les tribunaux marocains. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une évolution dans ce sens au Maroc? Est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui? Et qui, ma question première était, qui peut entendre aujourd'hui les Sahraouis qui sont dans les geôles marocaines? Qui peut leur venir en aide? Ben, il faut dire, et le câble, les différents télégrammes et aussi correspondances des ambassadeurs marocains le soulignent, ils le relèvent clairement. Il n'y a pas seulement la promesse faite par le roi au président américain de ne plus recourir aux tribunaux militaires pour juger des Sahraouis et des civils, mais aussi de laisser, d'autoriser des organisations des droits de l'homme qui le réclament, qui le veulent. Cette promesse n'a pas été tenue. Il y a aussi plus de 500 disparus sahraouis dont on n'arrive pas à faire la lumière sur leur existence. Ils sont morts, ils sont vivants. Imaginez le deuil. Depuis le camp de Gdeim Izik, vous voulez dire? Non, bien avant. Bien avant. Alors imaginez la situation de leur famille. Ils n'arrivent pas à faire leur deuil. Et imaginez aussi cette répression continue sur le terrain. Donc la seule possibilité de véritablement mettre à jour et solder ce problème des droits de l'homme, c'est d'élargir la mission des Nations Unies pour le Sahara occidental pour qu'il englobe la surveillance des droits de l'homme. Et si les Marocains sont sincères, ils n'ont rien à cacher. Docteur Saïd Ayachi, un dernier mot sur la surveillance des droits de l'homme. C'est une initiative inéluctable. Je ne parlerai pas des droits de l'homme. Les droits de l'homme ne sont pas l'axe central du dossier sahraoui. Les droits de l'homme sont maintenant du ressort aussi bien des militants des droits de l'homme à travers le monde que du commissariat des droits de l'homme. Je voudrais parler de deux choses. La première, c'est deux arguments fallacieux de la part des Marocains. La menace sécuritaire régionale et la menace de déstabilisation intérieure du Maroc s'il venait à perdre le Sahara occidental. C'est deux arguments irrecevables parce qu'on ne peut pas réparer une injustice en créant une autre. Mon dernier mot serait de dire que les Sahraouis ont placé leur confiance en l'ONU et qu'aujourd'hui c'est à l'ONU d'honorer cette confiance que les Sahraouis ont placée à eux, parce qu'il y a un élément dont on ne parle pas souvent, c'est la jeunesse sahraoui. La jeunesse sahraoui qui a 35-40 ans d'âge et qui peut demain peut-être choisir une autre voie que celle de la paix. Docteur Sahel. Moi je pense que c'est vrai que l'axe central, c'est la décolonisation. C'est un problème de décolonisation et que l'histoire nous a appris et nous apprendra toujours, je pense, que toute colonisation finira un jour par s'arrêter, d'une part. Et d'autre part, concernant la problématique des droits de l'homme, à mon avis... C'est une bataille importante. Oui, mais ce qui se passe malheureusement dans les terres sahraouies occupées, c'est qu'il y a une violation massive des droits de l'homme. Ce qui s'est passé à Gdeim Izik est une preuve irréfutable de cette violation massive. Et malheureusement, quand on parle de la problématique des droits de l'homme dans les territoires occupés, il faudrait soulever la complicité et le deux poids deux mesures menés et par les puissances, les grandes puissances qui défendent à tort et à travers les droits de l'homme dans certains cas et qui ne font rien concernant le cas du Sahara occidental ou du peuple palestinien, et aussi la complicité de certaines ONG qui malheureusement jouent le jeu de cette puissance coloniale. Docteur Makhlouf Sahel, vous êtes politologue et chercheur en relations internationales. Merci d'avoir répondu à nos questions. Docteur Baba Siyed, vous êtes enseignant universitaire, enseignant sahraoui. Merci d'avoir été parmi nous ce soir. Et puis docteur Saïd Ayachi, toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de
sur le fil. Vous êtes président du comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Voilà, nous arrivons donc, vous l'aurez compris, à la fin de notre émission. Je vous rappelle l'adresse mail de notre émission sur le fil @entv.dz. Vous pouvez évidemment réagir dès ce soir sur cette boîte électronique. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et bonsoir.